Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc, je suis Patrick comme d'habitude et nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc, bienvenue sur ce nouvel épisode, épisode numéro 34, si je me trompe pas, c'est ce que je viens de dire, je crois. Je viens de vérifier en fait, donc ça passe. Euh, donc aujourd'hui, on va parler principalement de news en vrac comme ça. On va les balancer, on va développer un petit peu sur certaines news. On va parler un peu de tout, des nouveautés, des V1 qui sortent, etc., de React, tout ça, tout ça. Et puis voilà, ça te va, Alex? Ouais, après, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Du coup, je crois que c'est pas mal de faire un petit point sur tout l'écosystème qu'on a l'habitude de connaître pour voir un peu toutes les nouveautés. Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés où on est dans une continuité? Ben, on va en discuter et il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Donc, non, c'est intéressant de voir Yes, tout ça. yes, yes. Du Donc on est coup, parti? bah ouais, on peut peut-être attaquer déjà par Redwood qui vient de sortir en version 1. Il y avait Simon qui était venu dans un épisode précédent justement nous parler du concept de Redwood. Et là, ça Hmm. y est, ils sortent en version officielle, on va dire. Ouais, c'est officiel, ça y est. Simon était venu, je crois, en décembre, nous expliquer que la V1 allait sortir cours 2022, enfin début 2022. Et bah, ça y est, c'est fait. Elle a été lancée officiellement le 4 avril. Donc, pour rappel, Redwood, c'est un système qui est basé sur React au niveau du front, qui vous génère pas mal de choses euh, et qui est géré avec le GraphQL pour la base de données, etc. Enfin, ça gère tout. En quelques lignes de commande, on peut vraiment développer un back-end. Et même coupler le back avec du front qu'on peut utiliser avec du Next. Enfin, c'est vraiment bien foutu. En fait, Euh, je- ouais, c'est un framework full stack, quoi, ouais, c'est un framework full C- stack à c- l'image de comment ça de s'appelle? Ruby on Rails. Voilà, Ruby on Rails, De exactement. Ruby on Rails, mais côté JS Voilà. avec React, Prisma, GraphQL, Storybook et Ouais, il les y a tout qui est tests qui sont intégré en en fait. Jest. Ouais. Voilà, ça t'évite complètement de tout configurer. Tout est intégré. Et ouais, c'est vraiment un bon système. Et surtout, en plus de la V1, ce qui avait été annoncé, c'est que un des cofondateurs, enfin des initiateurs du projet, c'est Tom Preston Werner, qui a annoncé que lui-même allait financer le projet pour la prochaine année, avec 1 million de dollars. Donc, tu te dis, bon, le projet est quand même plutôt viable. Ils ont de l'argent, ça continue, il a bien Et évolué. ils investissent, quoi. Ouais, il investit, donc c'est un projet qui est vraiment fait pour durer, qui est pas mal. Et je rappelle, puisqu'il y en a qui, ce que nous avait expliqué Simon en fait à l'époque, et ce que certaines personnes utilisent en prod, c'est que tu peux utiliser la version back pour tout ce qui est GraphQL, etc., Prisma et tout ça, et devant, tu peux coupler, tu n'es pas obligé d'utiliser du Redwood en front, tu peux très bien utiliser un Next.js en front et qui fait les appels sur Ok, l'API. et donc en fait, tu t'en servirais juste pour ton back-end et Ouais, pour l'API, tout le quoi. côté Mm. facile API et tout. Ouais, Et il y en a. après, devant, tu mets ce que tu veux, quoi. C'est ça, il y a des gens qui utilisent comme ça, donc voilà, il y a vraiment différentes possibilités. C'est hyper flexible, contrairement à. Voilà, tout est intégré, mais c'est quand même assez flexible, donc c'est pas mal. Donc Top, à aller voir, quoi. Mm. top. Top, top. Ça sort en V1, donc c'est la version officielle. Yes. Mais il y a aussi Astro qui vient de sortir en V1, je crois, non? Non, bientôt. Alors, Astro, c'est bientôt, je crois que c'est début juin, il me semble. Je crois que ça doit être indiqué sur l'article de blog. En fait, Ah, et c'est en Astro, version bêta, c'est ça? ouais, là pour l'instant, ils sont en version bêta. Et voilà, la date officielle de la V1, c'est le 8 juin 2022. Donc, Ok. pour rappel, Astro, c'est un générateur de sites statiques qui est HTML first. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu vas développer ton site avec du MDX déjà. Tu peux utiliser tout type de framework, React, Svelte, Vue, etc., Solid. Il y a vraiment pas mal de choix. Et au final, en priorité, ça sort du HTML. C'est pas forcément de la web app. Et après, tu peux rendre des éléments interactifs indépendamment de la page. Style un formulaire, il va être interactif, mais le reste de la page va rester HTML. Donc c'est vraiment, c'est pas full JS, c'est beaucoup plus performant. Et donc la V1 arrive enfin, donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment l'utiliser. Alors il y a déjà des gens qui l'utilisent en prod, hein. Il y a beaucoup de gens, je connais des agences qui l'utilisent en prod sans problème. Et là officiellement, on pourra vraiment l'utiliser en prod. Ça sera stable, l'API est stable, voilà. Ok.
Et Et, puis, il commence à avoir tout un écosystème derrière ouais, qui est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup de petits plugins il y a toute une communauté qui s'est mis derrière où justement on va récupérer beaucoup de fonctionnalités qui sont un peu out of the box et on va ouais, pouvoir en fait customiser notre site. Et c'est vrai que ce qui est quand même plutôt bien, c'est qu'il est totalement JavaScript agnostique, quoi. On choisit ouais, si on veut mettre du JS, si on veut faire que du pur statique ou on veut utiliser un peu de JS, on va pouvoir utiliser n'importe quel framework. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. En c'est fait, ça, ça ouais, ouais, laisse la porte ouverte à tout le monde. Je pense que c'est peut-être la clé du succès, justement, c'est que c'est ouvert à tout le monde, quoi. c'est ouvert à tout C'est le monde. Ouais, ouais, c'est ouvert à tout le monde. De toute façon, on voit que les nouveaux systèmes comme ça, les nouveaux frameworks, tout ça, essaient de se rendre framework agnostique en fait, c'est-à-dire qu'ils se détachent complètement de React ou Vue. On a aussi Remix qui a été sorti il n'y a pas très longtemps, qui est React à la base, mais ils ont annoncé que bientôt la suite, ça sera qui serait plus que React, ils seront Vue, ils seront voilà. En fait, de plus en plus, en fait, ils se détachent en fait vraiment de ces librairies de rendu et ils essaient d'être multi-librairies. Donc, c'est pas mal en Après, fait. après, ça se tient aussi. En fait, il se Mm. coupe d'une partie de la communauté de dev, quoi. Et donc, ayant choisi ton camp, voilà, tu vas être soit plutôt React, soit plutôt Vue. Après, voilà, des gens qui sont compétents dans les deux, il y en a, mais pour maîtriser vraiment un framework, il faut passer du temps dessus. Donc, tu fais un Mm. effort. Et donc, le fait de changer de framework, bah, c'est un peu compliqué. Et si tu fais un outil que pour un seul framework, bah, tu te prives de tous les autres. Du coup, Ouais, en termes de stratégie d'adoption, c'est sûr que c'est très, 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 très intéressant. C'est clair. ouais, 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 c'est clair, il y a ça. Et puis, faut pas oublier qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on fait du React, on fait du Vue. Mais dans 5 ans, on va faire quoi? Peut-être ça sera un autre système. Euh, Et Ça, on peut-être sait que pas. et le fait de ne pas être que React ou quoi, bah, peut-être Astro, dans 5 ans, marchera avec une autre librairie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais, parce ouais, bien qu'on, sûr. voilà. Ouais, donc, comme tu le disais, il y a les thèmes. Ils ont fait un concours, d'ailleurs, le week-end dernier, je crois, pour un développement de thème avec, il y avait un prize money ou je ne sais plus ce qu'il y avait en prix. Donc, tu pouvais développer un thème puisqu'ils ont un système de thème un peu comme Gatsby, d'ailleurs. Et puis, ils ont aussi des connecteurs aussi pour les providers, en fait. Ils ont, comme Remix, en fait, ils ont différents systèmes pour déployer ton site sur Amazon, déployer ton site sur Vercel, enfin voilà. Et ça s'adapte assez Ok. rapidement. Mm. Donc, Ah, excellent. c'est vraiment bien Excellent. foutu. Astro, ça a bien évolué et la V1 arrive et c'est vraiment cool. C'est un bon système. Mm. C'est Top, top. statique, c'est par définition c'est performant. En parlant de Ah ouais. performance, il y a une petite librairie qui s'appelle Partytown qui vient de sortir. Tu peux nous en parler? Enfin, qui est aussi en version bêta, mais qui est déjà en place. C'est quoi Alors, ce concept de Partytown en fait? Party Town. Alors, c'est vraiment en version bêta. J'ai pas encore osé l'utiliser en prod, hein. Ne serait-ce que, enfin, en tout cas avec des clients. J'ai pas vraiment testé. Alors pour faire pourquoi simplement parce qu'en fait, on a un problème avec les scripts tiers qui sont insérés sur le site internet. Donc toi, tu vas faire un développement hyper, tu vas, tu vas faire les images De hyper quoi? bien redimensionnées. Attends, Patrick, tu es en train de nous dire que les clients, ils nous payent, nous, on se casse le cul à faire des trucs hyper performants. Ouais, ouais, Et après, en fait, tu as l'équipe market qui vient et qui nous met du chat, le exactement. troisième système d'analytics en surcouche et qui viennent Ouais, plomber toutes les perfs. C'est ça que tu dis? c'est exactement ça. Ouais, bah oui, bien Et sûr. C'est t'as bien toujours. raison, c'est vraiment le marketing qui fait ça, malheureusement. Et Non, on ne il y tape a un pas sur outil les marketeurs diabolique. sur ce podcast. On Non, ne tape pas. il y a un outil diabolique qui s'appelle Google Tag, qui permet Ouais. à des personnes novices et néophytes d'insérer des scripts tiers facilement sans toucher le code. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont insérer des scripts via Google Tag sur le site sans te demander. Donc, et tu peux te retrouver avec des tartines de scripts tiers. Oui, exactement, le chat, machin. Enfin, c'est un Eh truc de oui. ouf, en fait. Pour exemple, là, j'ai un site actuel sur lequel je bosse. On a pas mal de scripts tiers, donc Google Analytics, tout ça, enfin tous ces trucs-là, les AdWords, enfin les Google Ads. Et
parfois, quand je fais des tests de vitesse, on a des scripts qui peuvent être, ça peut bloquer jusqu'à 800 millisecondes de la page, en fait, le chargement de la page, ce qui est plutôt énorme, en fait. Donc, ça plombe vraiment, vraiment un site web, un chargement de site web. Ouais. Donc, Partytown, en fait, le concept, c'est d'utiliser les web workers. En fait, ils déportent tous ces scripts tiers sur les web workers. Donc, vraiment un process séparé de la page web, ce qui fait que ça va plus bloquer, en fait, le chargement de la page. Et c'est à Donc part, en c'est fait, chargé c'est à part. vraiment. Donc en fait, si on résume, c'est d'abord l'expérience utilisateur, je lui affiche son Ouais, contenu et après, je viens lui charger toutes les métriques ou les services qui sont annexes, on va dire la messagerie, les analytics, les choses comme ça. C'est ça? bah ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, tu as le thread principal qui va faire son petit travail. Et à côté de ça, le web worker qui va charger les scripts tiers. Il peut travailler en même temps, ça ne gêne pas. C'est vraiment deux threads différents, mais ça bloque plus la page. Et c'est en Ok. fait, finalement, c'est une très bonne idée. Tu te dis pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Après, peut-être les web workers n'étaient pas encore bien répandus sur tous les navigateurs. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Donc, ouais, l'idée est très très bonne et je pense que bah, ça va vite prendre le dessus. Après, ça a testé, mais c'est encore vers bêta, donc allez-y tranquillement, parce que sinon le Ok. marketing va gueuler. Excellent. J'ai plus mes chiffres, c'est quoi ce bordel? Et par contre, là, on n'est pas en version bêta. Grosse nouvelle de React qui passe en version 18. Du coup, là, Ouais, on n'est pas sur, on n'est pas sur de la bêta. Enfin, je sais, et tous les auditeurs de Double Slash savent que tu es un plutôt pro React. Du coup, tu as pu non, tester, tu quand même. as pu regarder, tu as pu voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Ouais, mais j'adore vu aussi, attention. Et je ferai même de l'hangar, il n'y a pas de problème. C'est du JavaScript. Euh, Ouais, en fait, React 18, la nouveauté, c'est que, bon, il est dessus depuis un petit moment, c'est en version alpha, machin, tout ça. Là, sauf qu'ils l'ont publié maintenant sur NPM, c'est-à-dire que sur ton catch.json, aujourd'hui, bah, si c'est un système dans ton éditeur comme Scott qui te dit telle dépense bah, tu vas avoir une proposition React 18. Alors attention, c'est encore une version bêta, on n'est pas même, je ne sais même pas si c'est même vraiment bêta encore. Bon, en tout cas, c'est disponible sur NPM, donc ça veut dire qu'on peut l'installer, on peut jouer avec, etc. Tout n'est pas Ok. encore stable. Donc il y a pas mal de nouveautés, d'autres qui ne sont pas encore terminées. Je vais faire vite fait quelques nouveautés. Alors la principale évolution de React 18, c'est le mode de rendu. Il y a un mode de rendu, un nouveau mode de rendu. Donc là, c'est vraiment. Alors il y a un article de blog qui explique super bien. Ils appellent ça le concurrent rendering. Donc c'est un mode concurrent. Et ce qui fait en fait, alors on ne sait pas exactement comment ça fonctionne et il explique clairement que, bah, en fait, que c'est pas notre affaire en fait. En gros, ça change vraiment. C'est une grosse update dans le core qui n'y avait pas eu depuis un moment. Et finalement, c'est pas à nous, développeurs, de comprendre comment ça fonctionne. Nous, on utilise l'API et puis voilà. En gros, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai, puisque moi, j'ai pas fait, enfin, je suis pas un matheux, donc je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, je serais même pas capable de le comprendre, je pense. Mais il y a vraiment un changement fondamental au niveau du rendu. Et avant, en fait, ce qu'il faut Est-ce que savoir, ça c'est que, amène, ouais, est-ce que vas-y. ça amène au moins une performance ou pas? Ça amène énormément de performance. En fait, il faut savoir que le mode D'accord. actuel, donc si on est sur React 18, bah, comme la plupart des projets actuels, quand le rendu de la page, en fait, là, donc on parle de réhydratation et de rendu, de re-render, en fait, une fois que c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Voilà. Donc, tu charges ta page, React se met en Ok. place, il va rendre la page, et là, il se lance et tu ne peux plus l'arrêter. Voilà. Donc, ça peut prendre plus ou moins du temps. Si tu as mal codé, machin, tout ça, s'il y a des process qui prennent du temps, une requête, machin, tout ça, ça peut durer du temps. Et tu ne peux plus l'arrêter, c'est fini. En fait, le nouveau mode de rendu, en fait, il est complètement différent. On pourra l'arrêter, le reprendre, le mettre en pause, etc. Donc, il est vraiment beaucoup plus efficace. On peut le contrôler et c'est vraiment un changement fondamental par rapport à l'ancien mode. Et ce qui fait qu'en fait, l'interface, en fait, elle va pouvoir être utilisable plus rapidement. En fait, tu sais, quand tu fais des tests de page de Avec comment ça s'appelle? Lighthouse? Ouais, voilà, Lighthouse, tu as comment il s'appelle? Le First Interactive Ouais. FC. Enfin,
Le fait de pouvoir cliquer sur un bouton assez rapidement, La en première gros. interaction disponible pour ton utilisateur. Voilà. Et ben en fait, ça va améliorer ces choses-là en fait, puisque ton interface va devenir beaucoup plus rapidement interactive en fait, par rapport à ce mode de rendu. Ok. Et ça va beaucoup moins bloquer le thread principal en fait. Donc en fait, l'hydratation, tout ça, tout sera beaucoup plus rapide. Et il y aura moins de problèmes de rendu. Enfin, c'est vraiment plus efficace. On n'en sait pas plus, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça sera beaucoup plus efficace. Ça, c'est clair. Ok. Donc, gros changement à ce niveau-là. Ensuite, tu as aussi le streaming server rendering qui va avec en fait. Hein, c'est en fait, ça va envoyer c'est du streaming au niveau du serveur en fait. Ça envoie les données au fur et à mesure en fait. C'est pas un seul bloc. Ok. Mais alors, Voilà. c'est quoi? C'est avec des events et c'est des streams en JavaScript ou c'est du WebSocket ou c'est autre chose? C'est quoi Non, en fait? ça change rien. Normalement, c'est juste En fait, si tu veux, aujourd'hui, quand tu fais du server-side rendering, ça construit ton application et ça te la transforme en HTML en fait, en statique. Et il te renvoie Mais le là, voilà. HTML d'un bloc. Ouais. Et voilà, Ouais. il te renvoie Ok. tout d'un bloc. Et là, en fait, ça renvoiera par morceaux, en fait. Voilà. Donc, Ok. D'accord. un Donc peu c'est comme une ok. vidéo, tu vois. Quand on fait du Ouais, ok. streaming, on a des petits morceaux de la vidéo Ouais. au fur et à mesure. Là, ce sera pareil. Ok. Ça Donc, marche. moins de Donc en fait, c'est blocage, vraiment. plus rapide. Ouais. Ok. Et en fait, ça Ouais. va Donc avec pour. ce système de concurrent rendering, puisqu'en fait, les morceaux vont arriver au fur et à mesure, vont devenir interactifs au fur et à mesure qu'ils vont arriver, en fait. Réinterpréter quoi. Ok. Voilà. Donc, ça va vraiment changer pas mal de choses. Ça marche. Voilà, après, il y a plein de choses, mais je vais te dire les principales. Il y a l'automatic batching. En fait, c'est aujourd'hui, si tu fais imaginons un use effect avec plusieurs set state dedans. Donc, set state, Waouh. c'est pour changer un équivalent en vue, c'est quoi? Attends, je sais Bah, même plus. c'est tes data quoi. Ouais, tu changes ta data, enfin bref. Mais là, en fait, si tu veux, quand tu as un state qui est dans un component, en fait, tu as un set state que tu peux, pour changer une valeur, et tu peux en mettre plusieurs à la suite, changer plusieurs valeurs à la suite. Bah, ce qui se passait, en fait, jusqu'à maintenant, c'était, il faisait le premier, hop, il faisait un rendu, le deuxième, hop, il faisait un deuxième rendu, et ainsi de suite. Et donc, si tu en avais 3, 4 qui suivaient, bah, tu avais 4 rendus du component d'affilée. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, il va faire les 4, Il batchait. et il va faire le rendu Enfin, à la là fin, en fait. maintenant, il va batcher tous les sets et Ouais, il va re-rendre le à la fin. composant rendu à la fin une fois qu'il aura batché Voilà. tous les sets, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pas mal parce que tu as vraiment ton élément qui se rend qu'une fois déjà, donc plus performant, et en même temps, ton state, bah, si tu as besoin de l'utiliser ailleurs, bah, tu sais que c'est rendu en une seule fois, quoi. Donc c'est pas mal. C'est un truc bah, qui améliore toujours les performances. Après, il y a d'autres concepts aussi, les transitions. On pourra mettre avec un start transition, en fait, on pourra mettre des éléments qui sont plus ou moins importants, non urgents, en fait, par rapport aux components. Voilà, donc il y a toute C'est-à-dire une que tu vas librairie. pouvoir organiser ton rendu en mode ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième? Bah, s'il y a des éléments, des states ou des choses comme ça, des updates qui sont moins urgentes et moins importantes, bah, tu peux les mettre dans une fonction qui est dans Start Transition et elles seront appelées derrière. Enfin, et peut-être même jamais si Ok, jamais tu changes de page ou un truc comme ça. Donc ça, voilà, il y a une sorte de hook comme ça et qui fonctionne comme ça et qui permet. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est une librairie qui est rajoutée par-dessus, qui peut être utile pour voilà, pour certains components. Il y a ok. aussi un Use ID, un nouveau hook qui permet de gérer un ID unique entre le serveur et le client. Donc sur un élément, tu fais un Use ID, il va créer un ID aléatoire qui sera rendu aussi du serveur client. En fait, c'est un peu Et comme les. quel est, et, et quel est l'objectif de ça pour pas, pour donner une singularité à ton composant dans le rendu? Ou Ouais, quel est l'objectif? ouais, c'est ça, Ok, c'est de savoir si cet élément il doit être rendu ou pas, machin, est-ce qu'il a changé ou pas. Enfin, c'est toujours des comparaisons en fait. Entre le rendu ok, serveur et le rendu client, il y a toujours des comparaisons et il faut que ce soit identique. Donc ça peut être utile. J'ai pas tout compris encore le use ID, je t'avoue. Mais voilà, c'est un nouveau hook. Ensuite, il y a le use interaction effect, mais celui-là, je me souviens même plus à quoi il sert. C'est pour injecter des choses dans le DOM, mais je me rappelle plus ce que c'est. Et ensuite, bah, surtout, il y a des choses qui sont toujours en développement, qui sont en retard, enfin en retard, peut-être pas sur le planning de ce qu'ils avaient prévu, mais ça avait été annoncé en grande pompe, les serveurs components, donc des components qui seraient rendus par le serveur.
avec un système de JSON, enfin bref, et qui éviterait de re-rendre Ok. toute la page. Enfin voilà. Ça, c'est toujours en développement, et donc ça, je ne sais pas si ça sera prêt pour la première version. Donc voilà, c'est toujours en dev. Mais dans tous les Tac. cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la 18, on peut l'installer. Et dans l'ensemble, en fait, ce qu'ils ont fait, comme il y a un gros changement avec certains systèmes de rendu, tout ça, tant que si tu utilises comme à l'ancienne avec les fonctions qui existent déjà, bah, ça ne te change rien. React fonctionnera toujours, même si tu es passé à la 18. Et si tu veux utiliser les nouveaux systèmes, en fait, il y a des nouvelles fonctions à utiliser pour les implémenter. Ok. Ouais, donc du Bah, coup, ça, il y a c'est une ouais. rétrocompatibilité immédiate. Toujours. Et si tu veux, Ouais. si tu veux passer sur des nouvelles fonctionnalités, il faut peut-être que tu installes et que tu appelles les Bah, en fait, nouvelles comme il y a fonctions. des. Ouais, Là, ça se tient, ça. quoi. Ouais, en fait, entre les versions de React, généralement, il n'y a pas de working change du tout. En fait, la plupart du temps, tu montes la version et tout fonctionne. Là, il y en a vraiment par rapport à ces nouveaux systèmes de rendu, tout ça. Donc, ce qui fait que si tu veux utiliser les nouveaux systèmes, tu utilises une autre fonction que celle que tu utilises habituellement. Ce qui fait que ça ne va pas te casser ton application tant que tu n'as pas changé les fonctions. Ok, Donc, c'est parfait. plutôt pas mal. Ouais, Voilà donc pour dire. grosse mise à... Alors, vu que moi, je suis un mec un peu extérieur à React, ce que je Ouais. comprends, c'est qu'en fait, si on résume vite fait, il n'y a pas des trucs de ouf qui sont sortis. Par contre, c'est vraiment sous le capot que ça s'est changé, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est performance, performance, performance. Ok, perf, 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 perf. Perf. Et donc, Next.js travaille sur l'implémentation de React 18 pour tout ce qui est streaming au niveau du rendu, pour tout ce qui est React Server Component, enfin, toutes ces choses-là, mais c'est toujours en développement et voilà, ça avance. Mais ça va, par contre, au niveau de Next, pour ceux qui font du Next, comme moi, ça va changer beaucoup de choses. Mais vraiment. Donc, après, je sais que ça sera forcément, si tu passeras la version, je ne sais pas sur quelle version ils vont sortir la version officielle pour React 18. Imaginons que ce soit la 13. Ça marchera toujours. Quand tu changeras de version, il y aura certainement des nouvelles librairies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de ce que j'ai vu, c'est que aujourd'hui, tu peux récupérer les datas uniquement sur les pages et pas dans les components, sur le serveur. Ok. Comme pas mal de trucs d'ailleurs. Je crois que c'est pareil sur Next, tout ça. Et ben, en fait, avec les serveurs components, tu pourras récupérer de la data sur le serveur dans les components aussi. Et ce qui va changer beaucoup de choses. Et en fait, tu feras des fichiers en .serveur.js, tout ça, pour dire celui-là c'est rendu serveur, celui-là c'est rendu client. Il y a vraiment un gros changement dans Next.js, ça va être intéressant. Et je pense qu'au niveau perf, surtout au niveau perf, ça va vraiment changer la donne. Ok, bah on garde un œil dessus et puis on refera un Hmm. retour une fois qu'on aura testé et mis les mains dedans. Ouais. De toute façon, je pense qu'on fera de toute façon un épisode sur Next.js. Ok. Voilà, sur un retour d'expérience et puis les bonnes pratiques, tout ça. Parce que là, ça fait pas mal de mois que je travaille dessus et ouais, je pense qu'il y a pas mal de Et, trucs à apprendre. et tu t'es un peu bouffé les dents, on va dire, non? Non, ça va. Sur Non, certains trucs. Mais c'est non, dans normal. l'ensemble, franchement, dans l'ensemble, ça va très bien. C'est un super système. Euh, Non, franchement, c'est un bon truc. Non, Ok, je me suis cassé les dents. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est plutôt sur le hosting. ok. Et bah, Ouais. justement, tu proposes de parler de flight control. C'est quoi ça? Flightcontrol.dev. C'est quoi? Alors, c'est un système qui est pas mal. J'ai testé rapidement. Alors, moi, je suis pas du tout à l'aise avec AWS, hein. Je suis pas toi, mais la Moi non console, plus. voilà, la Bah, console, c'est elle est compliqué. Il y a imbitable. la C'est learning curve, elle est hyper compliquée. Ouais. ouais, c'est hyper complexe. L'interface, elle est pourrie. Enfin, tu comprends rien. Il y a 18 000 services. Alors après, je sais que les bons, ils utilisent la CLI, tout ça, machin, pour lancer des serveurs et tout. Mais moi, je suis Ouais, pas. Enfin, ou tout as code, quoi. En fait, ouais, tu vois. ils vont faire des énormes fichiers YAML qui vont déployer et ça va tout faire tout seul. Mais Voilà. ouais, c'est Mais c'est assez. compliqué, quoi. Après, en fait, je pense pas que ce soit compliqué, c'est hyper spécifique en fait. Donc, c'est un mec qui est dédié à ça, il fait que ça, il est super fort là-dedans. Mais ouais, c'est comme chaque compétence, quoi. C'est ultra, ultra, ultra spécifique.
Donc, Mhm. pour être bon là-dedans, il faut passer des heures. Selon dans laquelle équipe tu es ou dans l'agence ou que sais-je, mais quand tu es tout seul, clairement, faire ton déploiement, c'est hyper compliqué sur des infrastructures comme ça. Mais quand tu es tout seul, tes clients sont plus petits, donc tu n'as pas besoin d'avoir une infrastructure AWS répliquée sur tous les continents parce que ton produit, il a pas la même taille, quoi. Donc, moi, Ouais, ce que je comprends de Flight Control, c'est ça vient en fait mettre une interface graphique un peu plus user-friendly sur AWS. C'est ça? exactement. C'est ça, t'as tout Ok. résumé. Ok, Voilà. c'est cool ça. Non, en fait, Flight Control, c'est développé par les mecs de, je sais plus comment ils s'appellent sur Blitz. En fait, c'est un framework. On en parlera après, Ouais. justement parce que il y a eu du changement chez eux. Blitz, en fait, c'est un framework un peu à la Redwood, full stack, machin. Et bon, Blitz, ça allait pas très bien, on en parlera après, mais ils ont lancé ce Flight Control qui fonctionne, hein. Moi, je l'ai testé, vraiment testé. J'ai branché mon AWS, j'ai testé une app, j'ai déployé une app et tout ça. Et en fait, ça te rajoute une interface. Tu vas brancher ton GitLab, GitHub, enfin, ce que tu veux. Tu branches ton AWS et à partir de là, tu vas déployer ton app sur AWS sans toucher AWS, en fait. Ça marche tout seul. Ok. Donc en Et- fait, c'est une surcouche qui vient te donner Ouais, comme si c'était un pass. Et en fait, au lieu de gérer ton infrastructure en direct, là, tu viens faire comme si tu avais une espèce de plateforme as a service, mais ouais, c'est sur Vercel, qui vient ouais, pareil. sur l'infrastructure de AWS. OK. Et du Mm. coup, en termes de prix, tu payes ton AWS, on va dire, normal, Ouais. enfin voilà, tu payes ton. Par contre, eux, ils chargent comment? Bah, c'est marqué sur les tarifs, en fait, ils prennent 30% OK. de ce que tu payes sur AWS. Ce qui est plutôt, finalement, c'est pas si con. OK. En fait, plus tu Si tu consommes l'utilises, chez voilà. AWS, plus tu passes chez eux. Et OK, excellent. Mais c'est vraiment, attention, c'est euh, ce que tu consommes sur AWS en passant par eux, hein, ce qu'eux, ils managent, en fait, hein. Voilà, c'est Ouais, bien vraiment, sûr, si tu as bien sûr. voilà, si tu un seul projet qui est sur Fly Control, tu paieras que pour ce projet ta facture AWS. Donc, franchement, enfin, j'ai testé, ça a fonctionné. C'est vraiment enfin, en quelques clics et tout, tu déploies sur AWS. J'ai été Fluide, voir sur quoi. AWS, j'ai rien compris. Ouais, c'est fluide. Bah, c'est encore en version test, hein, mais franchement, c'est pas con. Et ouais, ça peut être une solution, en fait, pour gérer des projets sans se prendre la tête. L'interface est pas si OK. mal. Ça déploie, ça met si ça déploie pas, t'as une erreur, machin, t'as des logs et tout. Enfin, c'est testé, quoi. Plutôt, Testé, mais plutôt pas mal, quoi. OK. Et donc, ouais, du coup, ouais, c'est ouais. les constructeurs de Blitz, Blitz. c'est ça? Alors, Blitz, ouais, Blitz, alors, je sais pas si j'arriverai à trouver le gars qui gère Blitz. Je me souviens plus. Il a toujours un petit nœud papillon, là, je le suis sur Twitter. En fait, Blitz, donc, comme je disais, c'est un système un peu à Redwood qui était full stack, voilà, qui développe, enfin, qui te lance les données, machin, les data, les connexions à Full la base et Stack tout. React Framework. Voilà. Sauf que ça marchait pas vraiment. Ah, Donc, ouais, je sais pas. En fait, un jour, il a lancé un tweet en disant, écoute, je sais pas, le futur de Blitz, c'est quoi? Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas tellement utilisé. On n'a pas beaucoup de gens qui utilisent la librairie, tout ça, enfin, le framework. Donc, il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Voilà. Donc, il a lancé un petit peu un truc sur GitHub. Et en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ils ont pivoté complètement le framework sur un système. Alors aujourd'hui, on n'a pas tous les détails parce que forcément, ils travaillent dessus, mais c'est une sorte de suite d'outils, en fait, qui sont framework agnostiques. Donc voilà, c'est destiné à être utilisé avec tout, hein. Ça peut être Remix, Svelte, Next ou Next, n'importe quoi. Et ça va être des systèmes, voilà, pour l'authentification, connexion à la base de données, tout ça. Donc c'est tous des outils comme ça qui vont te permettre de rajouter des couches sur des frameworks que tu utilises et qui te rajouteront des outils, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le OK. futur de Blitz. Donc, alors ils ont dit que pour Et, l'instant, ils maintenaient le framework qui existait pour les gens qui l'utilisent, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent. Donc c'est toujours utilisable, mais voilà, ça pivote complètement là-dessus. OK. Et du coup, est-ce que tu crois pas qu'ils vont rentrer
En confrontation directe avec Redwood? Bah, je sais pas exactement parce que vraiment, on ne sait pas encore exactement. Il explique dans l'article, tu vois, le Future of Blitz, ce qu'ils vont faire, mais Ok. on ne sait pas en fait encore exactement. C'est des trucs de convention, d'authentification, d'autorisation, tout ça, des templates. Enfin, il parle de Bon, plein de trucs après, comme ça, mais c'est toujours la même chose, hein. Nos hmm, applications, il faut t'authentifier, il faut voir si, c'est quelle toujours pareil. autorisation il a. Et voilà, c'est Donc, toujours la même chose, hein. hmm, Et je me rappelle de quelqu'un qui me disait, de toute façon, ce qu'on fait, on met juste un document Excel designé avec des couleurs et c'est tout. Mais et effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec Excel, sauf que hmm. bah, c'est pas designé, c'est pas scalable, c'est pas machin. Mais dans l'idée, c'est toujours la même chose. Ok, donc c'est un projet qui est peut-être à suivre, voir un peu vers quelle Ouais, faut voir ce que direction ça va donner. Ouais. Hmm, il part, quoi. Yes, hmm. ça marche. Et toi, tu fais des tests ou pas? Parce que j'ai vu que sur le dernier épisode, tu avais une petite affiche tester, c'est Ah, douter. je l'ai pas remis, ouais, tester, c'est douter. Bah, c'est clair, tester, c'est douter. Enfin, ton code, il est propre, non? Il n'y a pas besoin de tester, non? Tu fais des erreurs, toi? Ça sert à rien. Non, Du coup, tu voulais parler de vitesse. bah, Vitest, en fait, c'est un framework bah, qui a été sorti en vitesse, j'ai envie de dire. Non, il est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il est en V0.9.3, donc on n'est pas sur la V1, hein. Euh, alors, le plus utilisé aujourd'hui, il faut le dire, enfin, c'est Jest au niveau des tests. Jest qui est Alors, tu parles sur des tests unitaires, vraiment sur des tests ouais, le ouais. plus peu que Je tu peux parle de faire, quoi. tests unitaires, il y a aussi les snapshots sur Jest qui sont utilisés, tu sais, qui te font un snapshot de ton component et après, s'il y a un Ouais. changement, il te dit hop, il y a tel truc qui a changé, attention. Ouais, je parle de tests unitaires, donc les tests vraiment qui sont au minimum à faire sur une application digne de ce nom, j'ai envie de dire. Hein. Bon. Non, moi je fais des Après, tests. Ça, je peux le Après, dire, je fais des sur tests. les tests, il faudrait qu'on fasse un épisode parce que il y a quand même des approches différentes. Ouais, Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu as un outil qui est propulsé par Vite euh, qui est assez performant qui reprend les mêmes conventions que Jest et que ouais, Chai c'est ça. aussi. Exact. Bah, Ok. le geste surtout, ouais. En fait, ils ont. En fait, Gest, c'est un outil qui a été développé enfin, chez Facebook, qui est donc, je te dis, le plus utilisé, je pense, aujourd'hui sur tout ce qui est application, voilà, digne de ce nom, web app. Et Mm. sauf que de temps en temps, bah, il y a des jours où, enfin, il y a des moments où Facebook met des ressources sur Jest et il évolue. Et après, pendant un an, par exemple, il n'y a personne quasiment qui travaille dessus ou un seul mec, donc le truc évolue quasiment pas. Enfin, c'est un petit peu instable. Donc les mecs, bah, ils ont lancé un nouveau système de test basé sur Vite. Et non seulement ça va vite comme Vite, c'est hyper efficace. Après, c'est à peu près la même configuration, tout ça que Jest, donc ça change pas beaucoup. Et ça supporte aussi, comme toujours, plusieurs frameworks, enfin plusieurs librairies, Vue, React, Svelte, tout ça. Donc, bah, je ne l'ai pas testé encore parce que moi, tous mes projets sont vraiment configurés pour du geste. Et j'ai pas encore pris le temps de tester voilà, un vrai projet avec Vitest, mais je pense que ça va être un bon concurrent à Gest et pourquoi pas à un moment donné, il va pas prendre le dessus ou quoi. Mais en tout cas, Vite, je sais pas toi, mais moi, Vite, je l'utilise de plus en plus sur des Oui, projets. mm, non, c'est sûr. C'est indéniable. C'est indéniable. Après, moi, je suis sur des plus gros projets pour l'instant où je suis sur Nuxt et je ne peux Hmm. pas passer Ah oui. sur Vite parce que Nuxt 3 est pas encore finalisé. Et donc, du coup, voilà, on est dans une période un petit peu, un peu bâtarde, on va Entre les dire, deux. Ouais. sur les deux. Et 3 n'est pas encore totalement stabilisé, mais il faut Hmm. commencer à investir dessus, passer du temps pour que dès qu'il sera prêt, en fait,
pouvoir faire la transition. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le système de bridge où justement tu peux passer de Nuxt 2 à Nuxt 3 sans avoir un gros gap. Il y a justement cette notion de bridge. Après, cette notion de bridge, elle vient avec aussi tous les modules qui sont à côté et tous les modules ne sont pas prêts pour Nuxt 3, donc ce qui freine un peu aussi l'adoption de Mm. Nuxt 3 parce qu'il y a des modules qui sont indispensables. Ouais. Et si par exemple tu as besoin de ces modules-là pour ton projet en production, bah, tu vas pas le faire tout de suite parce que le module est pas prêt ou il est en développement, mais tu sais jamais quand est-ce qu'il va sortir. Or, toi, ton client, il a signé pour une date et donc du coup, il faut que ça soit en prod à une date voulue, quoi. Donc, on est Mm. sur Nuxt, on est un peu sur une partie un peu au milieu. Mais bon, ça va sortir, donc c'est cool. Ça va sortir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'espère rapide. Enfin, je sais pas que la date. Il n'y a pas de date en fait, je crois, sur Next 3. Non, Mais c'est vrai qu'il il y manque a des pas. choses, ouais, comme Next Content. Je crois qu'il est toujours pas migré, je crois. Ouais, il y a pareil, il y a, il y a Next Content, il y a le module PWA, il y a des modules images ou des choses comme ça qui apportent vraiment une vraie grosse plus-value au framework Mm. Nuxt. Et donc, s'il n'y a pas ça, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, sur la roadmap, fin trimestre, l'ARC devrait sortir. Le content V2, donc compatible avec Puis deux, ouais. Nuxt 3 sur deuxième trimestre 2002. Pareil sur le système d'authentification deuxième trimestre et le SEO, la PWA, les I18N sur donc ça Puis serait deux, puis plutôt trois, ouais. sur la fin de l'année, quoi. Ah, Donc c'est bientôt, non, hein. oui, Enfin, Q2, le c'est 2, bientôt, Q2. ouais, Q2 c'est pas loin, ouais, C'est bien, c'est parce pas que comme on loin. a pris du retard pour refaire le site de Double Slash, peut-être qu'on va partir Exactement. directement sur la V3. On partira sur la V3, c'est clair. Et oui, oui, non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ouais, ça, c'est Donc, sûr que je pense qu'on va pas partir sur la V3, ça, c'est clair. si, on partira sur la V3, on Ouais, partira parce pas que là, sur de la toute V2. façon, ouais. Non, non, là où on en est, J'es- c'est ouais, sûr. quand on aura plus de temps pour travailler dessus, Oui, on essaiera de le faire en plus. Ce serait bien qu'on arrive à le faire un petit peu en live sur certains blocs. On ouais, verra. je suis bien d'accord de Mhm. se lancer une partie où on vient coder le nouveau site de Double Slash en live et en peer coding, pourquoi pas, Ouais. mais de toute façon, on fera ça en live, ouais. Donc, on invite tout le monde à nous suivre pour voir le live coding du nouveau site. Excellent. Quand on aura du temps. En ce moment, moi, c'est Exactement. pas le cas. Ouais. Mais on va le trouver, on va le trouver. Autre Voilà. information aussi Ouais, alors c'est moi sur qui lance parce que c'est toi qui vas en parler. allez, d'accord, vas-y. Alors, pour ceux qui connaissent, bah, Supabase, Supabase, je sais pas comment on le prononce, mais C'est très bien comme ça. c'est un système qui est assez actif au niveau. Enfin, moi, je le vois, j'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai vu vite fait comment ça fonctionnait. Par contre, ils sont super actifs. Je les vois beaucoup sur Twitter, la communauté, tout ça. Donc, bah, ça avance. Bah, tu peux nous en parler un petit peu des nouveautés, tout ça Ouais, carrément. Alors, pour réexpliquer ce que c'est Supabase, c'est vraiment un BaaS, donc un backend as a service. Ils se présentent et ils se veulent comme l'équivalent de Firebase, mais en mode open source. Et surtout, la base de données n'est pas du NoSQL, mais est une base de données Postgres classique en mode SQL. Et ils avaient déjà tout le système d'authentification, le système de temps réel et le système de storage où ils peuvent voilà, stocker des fichiers.
Là, ils étaient en bêta sur toutes les fonctions as a service, donc les fonctions serverless. Ils étaient en bêta. Maintenant, ils ont lancé et ils sont partis en mode c'est OK, la feature est complètement stable. Ils ont aussi des notions d'extension où ils viennent mettre des sortes d'add-ons sur la base de données. Et là, ils ont créé un système pour mettre directement du GraphQL. Sinon, en fait, on avait un système de clients, de clients selon le langage qu'on avait pour aller requêter les infos. Donc, c'était vraiment classique. Maintenant, si on veut utiliser du GraphQL, on peut aussi le faire. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Et pareil sur leur système de real-time. Alors, je vais aller sur le blog, sur leur annonce. Hop, voilà. Et en fait, maintenant, ils ont un système comme sur Firebase, où en fait, ils avaient un système de changement instantané. C'est-à-dire que dès qu'il y a une modification sur la base de données d'un côté, où quelqu'un fait une modif, si la personne en face, elle écoute ce qui se passe, il y a une notification et il y a les changements de données. Et là, en fait, il passe par des WebSockets pour transformer et partager en fait un exemple typique, c'est du multi-personne, c'est-à-dire on code ou on utilise notre application, on se connecte tous les deux, tous les trois, tous les quatre, et en fait on voit la souris des collègues. Voilà, et en fait ça c'est des genres de fonctionnalités qui sont intégrées directement par Il y a une démo Supabase là, multiplayer. et, et exactement, hop, on va aller voir la démo. Alors pour les gens qui nous suivent sur YouTube ou plutôt ceux qui nous écoutent sur les plateformes, sachez qu'on est aussi sur YouTube et donc vous pouvez aussi nous retrouver. Et en fait, à chaque fois qu'on évoque des sujets, on essaye de partager les écrans directement et donc ça donne un peu plus d'informations. Ouais, alors toi, il faudrait que tu te connectes en même temps, comme ça on regarde. Mais en fait, Ah, voilà. mais c'est J'y pas vais. grave, Patrick. C'est pas grave. Mais en fait, J'y vais, j'y vais, j'y vais. ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces extensions en fait viennent vraiment enrichir et faciliter la vie du développeur. Où on se concentre sur notre business logique. Ok, on veut créer des tables, ça va hyper vite. On veut faire du temps réel, ça va assez vite. Et en termes de déploiement, c'est instantané. Et nous, on n'a plus qu'à se concentrer sur la partie front, qui est déjà du job, on est bien d'accord. Mais toute la partie back-end, en fait, est beaucoup, beaucoup assistée. Ce qui nous amène une grande liberté. Par contre, il y a toujours cette business logique, comme dans toute chose. Euh, et, euh, et là, maintenant, en fait, on est clairement, on a la possibilité de le faire avec ces serverless ces serverless fonctionnent, où là, on va pouvoir envoyer Hmm. des mails ou faire ce qu'on veut. Mais Et pour le coup, hmm. tout le système d'authentification de Google Sign Up, de Spotify Sign Up, tout ça, tout le système d'authentification, de la gestion des cookies, tout ça, il est hyper intuitif, il est hyper rapide, il est facile. Il y a des modules pour Next, pour Nuxt. Voilà, on a juste à installer le module, on met l'API et notre système d'authentification, enfin tout le back-end est déjà tout codé et le front-end aussi avec la gestion des cookies, des tokens refresh, tout ça. Ce qui nous fait gagner un temps de maboule parce qu'on et le Hmm. pire, enfin non, le côté plutôt hyper intéressant, c'est que on n'a pas à c'est totalement en marque blanche. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le petit logo Hot Zero ou Netlify ou je sais pas quoi. Là, c'est totalement transparent et donc c'est caché, quoi. C'est en marque blanche et les authentifications sur un projet gratuit, je crois que c'est 10 000 par mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est largement suffisant. Donc, c'est un projet qui évolue. Euh,
comme tout, je pense que il faut vraiment voir le besoin en fait. Est-ce que les personnes qui vont travailler avec ça, quelle est la taille de l'équipe, quel est le client final, mais ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et ça fait les choses très, très propres, quoi. Hmm. Donc, alors, je ne suis pas pro Supabase, il y a plein d'autres services qui font la même chose. Je pense qu'on pourrait faire un épisode dédié que au back-end as a Hmm. service. Mais en tout cas, celui-ci est hyper proactif, comme tu l'as dit, sur les réseaux. Et Hmm. ils sont dans une grosse phase de développement. Ils rajoutent plein de fonctionnalités et qui nous facilitent la vie hyper facilement et hyper rapidement. Ouais, Donc, ouais, et puis il s'intègre c'est plutôt bien. sur pas mal d'outils en fait assez facilement. Là, Oui, il y a une là, grosse communauté qui s'est ouais. développée autour, ouais, clairement. Là, en fait, c'est un peu du. Il marche sur les plates-bandes de Firebase, Google, sur Ah, mais clairement, clairement, Asura clairement. aussi, enfin tous ces trucs-là en fait. C'est la même chose. Enfin, Ah ouais, et en fait, ils viennent pallier au même problème, quoi. C'est-à-dire Hmm. un service où tu gères ta database, ton authentification, ton stockage et tes fonctions serverless. Et donc, Hmm. ça, c'est vraiment top, quoi. Alors Donc, c'est du Postgre en base derrière. En fait, ça tourne sur une Postgre. ouais, ouais, Donc c'est du Postgre, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, en version free, bah, tu as déjà une base dédiée. Enfin, tu as pas mal de trucs. Bon, tu as 500 mégabits, mais bon, pour un petit projet, ça peut peut-être suffire. Après, il faut passer à la caisse à un moment donné, quoi. Mais, mais bon. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le temps que tu vas mettre à déployer, Ouais. à configurer ton back-end, à déployer ton back-end, à le maintenir, à le faire évoluer, à mettre toutes les extensions. Là, en 3 clics, c'est fait. Et tu peux te concentrer sur la valeur de ton projet ou le problème que tu résous. Du coup, non, Bah ouais, de c'est toute façon, très, c'est très, très bien, quoi. soit tu payes des devs qui dev pendant plusieurs jours et ça va te coûter bah, X C'est ça. fois le nombre de jours, donc ça coûte relativement assez rapidement cher. Soit tu utilises des services comme ça où le mec il mettra une demi-journée pour le mettre en place et puis ça te coûtera beaucoup moins cher. Alors ouais, tu vas payer tous les mois, mais après, de toute façon, dans tous les cas, tu payes, mais après, c'est un choix. Voilà. Clairement. Ça dépend. Donc, Mm. non, c'est un projet qui est Ouais, vraiment. c'est pas mal, hein. Mais Mm. même pour un petit side project, voilà, découvrir le truc, Mm. c'est vraiment bien. Après, moi, je l'utilise avec mes clients et j'en suis super, super content. Vraiment. Donc, Cool. un projet à suivre. Super. Et j'ai vu que tu voulais sortir de Storybook. Non, Dis, mais non. dis-nous tout. Dis-nous tout. C'est quoi ça? Non, c'était une news qui est sortie. Je voulais en parler. Alors, Storybook, c'est un super outil. Je l'utilise j'utilise quasiment sur tous mes projets. Et d'ailleurs, un des derniers projets que je travaille, bah, je l'impose souvent, moi, Storybook, en fait. Parce que je dis, ouais, on met Storybook, tu verras, c'est vachement bien. Et finalement, les développeurs qui ne connaissaient pas, ils aiment bien, en fait, parce qu'ils développent les components dans Storybook, voilà, complètement à part de la page, tout ça. Donc, ça leur plaît bien. Seulement, Storybook, bah, il a beaucoup évolué. Là, on a la version 6, mais il reste toujours un petit peu lourd, en fait, quand tu vas le déployer, tout ça. C'est très, très lourd, en fait. Il y a beaucoup Ok. je sais pas combien de mégas il fait, il est assez lourd, il est assez lent des fois au déploiement. Donc il y a un ingénieur de chez Uber, voilà, c'était une petite news qui était passée comme ça, qui adore Storybook, mais qui, voilà, qui toujours ses problèmes de performance, tout ça, le temps de build et tout. Donc il a créé un petit projet alternatif qui s'appelle Ladle, qui est complètement connectable sur les Storybook. Il prend en charge les components story, là, le format. Donc, tu vois, il peut fonctionner avec tes stories que tu vas écrire pour Storybook, sauf que bah, le truc est vachement plus léger, il est basé sur Vite, il est beaucoup plus performant, tout ça. Donc voilà, c'est un petit article. Alors, je ne sais pas si ça va durer, c'est juste un test, voilà, mais c'est intéressant et peut-être qu'en même temps, ça va donner idée à Storybook, à l'équipe de Storybook, peut-être d'implémenter les mêmes technos pour aller plus vite. Parce que c'est vraiment aujourd'hui, Storybook, tout le monde l'aime, sauf que voilà, le gros reproche, c'est la performance et le temps de build et tout ça, quoi, qui sont quand même assez phénoménaux. Donc voilà, Ok. Gladle, un petit projet. Parfait. Et en parlant de temps de build parcelle,
Parcel est passé en version 2, ça fait déjà un petit bout de temps, Ouais. mais il y a une grosse amélioration. C'est quoi surtout le nouveau? En fait, c'était une annonce. En fait, comme ça, ils ont via un tweet que le parseur CSS de Parcel en fait avait été réécrit en Rust et qu'il était 100 fois plus rapide que CSS Nano. Donc tu dis waouh. Quand tu lis le tweet, tu fais 100 fois plus rapide. Non mais voilà. C'est ouf. Donc ouais, c'est assez ouf. Alors c'est marrant parce que ces derniers temps, on voit plein de librairies, tout ça, qui sont réécrits en Rust. Alors j'ai envie de dire s'il y a un langage à apprendre, et je ne l'ai pas encore fait, c'est peut-être le Rust, parce qu'il semble quand même de bien cartonner. Et la plupart des libs sont réécrits en Rust. Et derrière, elles sont vraiment, vraiment plus rapides. Donc, assez ouf, quoi. Donc, c'est un petit Intéressant. ouais. Et du coup, Parcel qui passe en version 2, il y a une grosse évolution. En clair, est-ce que c'est un outil qui permet de builder tes sites internet? Mm. Comment toi, tu le décrirais par rapport à des webpacks Ah, ou à, c'est pas à toutes évident. ces... Moi, j'ai utilisé en version 1 sur certains projets. Là, je le dégage petit à petit la version 1 parce que bah, forcément, c'est passé en version 2. Donc, et puis, il y a beaucoup d'outils qui sont beaucoup plus performants. Donc, ce que je fais, moi, actuellement, c'est que j'enlève Parcel V1 et je passe sur du Vite. Et ouais, dommage. Et Et j'ai pas testé en la fait, V2, en fait. c'est c'est la grande question que je me pose, c'est est-ce que Ouais. la version V2 arrive pas un tout petit peu trop tard par rapport à l'effervescence qu'il y a entre Vite, ESBuild et tous ces C'est nouveaux... possible. C'est possible parce que tu vois, la version 2 Alpha 1, elle était sortie en 2019 quand même, en septembre 2019. Et la version 2 officielle, elle est sortie, si je regarde, si mon Internet fonctionne, alors, en octobre 2021. Donc tu vois, il s'est passé quand même 2 ans de développement pour la V2. Et ouais, comme tu dis, peut-être qu'il est arrivé. S'il n'y avait pas Vite, à la limite, peut-être qu'il serait vraiment l'outil incontournable, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, en tout cas, moi, je ne l'ai pas testé. Il garde ce petit concept de zéro configuration par défaut. Donc, ça, c'est quand même un avantage, hein. Tu l'installes, hop, il va te chercher qui vont bien, tout ça. Tu fais du Ouais. React, il va chercher tout seul React, il t'installe tout seul. Mais bon, ouais, c'est vrai, peut-être que. Faudrait le tester, honnêtement, Bon, je sais pas. après là, on est tous les deux, on discute, on est gentil, mais Hmm. ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de mecs derrière tous ces produits-là, Ouais, enfin tous ces services-là, ils sont open source, c'est-à-dire que les mecs, ils passent du temps sur leur temps libre pour écrire ça. c'est clair. Euh, parfois ils sont détachés, ils font partie des grosses boîtes, ils bossent, mais bon, ils font quand même de l'open source, et donc il faut pas non plus être trop méchant en disant ouais les gars vous arrivez trop tard, vous avez Je vous été ai trop branlé lent pendant deux tout. ans. C'est ça. Enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plein d'outils. La Ouais. majorité sont open source et qui nous, en tant que dev, nous facilitent la vie de fou. Et ouais, faut pas être trop méchant. Et donc, Non, t'as raison, ouais, je suis peut-être un peu méchant en disant il- qu'ils ont mis longtemps pour sortir la V2, mais ouais, t'as raison, ce que tu dis, c'est que ouais, l'open source, c'est important. On l'utilise au quotidien, on fait même du business avec, hein, même bah les oui, grosses boîtes d'ailleurs. Donc, bah oui. n'oubliez pas de contribuer à l'open source quand vous pouvez. C'est très important. Ah bah ouais, clairement, Et clairement. faites même de l'open source, proposez des trucs si ça n'existe pas. Si vous voyez qu'une librairie a un manque, essayez de voir si vous pouvez pas développer justement cette fonctionnalité qui manque ou des choses comme ça. Donc, faites de l'open source, c'est important. Ouais. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas le temps, soutenez l'open source. Souvent, on peut faire de la donation, des trucs comme ça. Même 5 euros, tout ça. Si chacun donne 5 euros, je veux dire, déjà, C'est déjà top. c'est super, quoi. C'est déjà top. Mm. Et si on parlait de Tina CMS? Ouais. Alors, Tina continue son petit développement. Ça commence à être vraiment pas mal du tout. Alors, petite pensée à Franck, hein. Tina, Yep, à chaque fois que je vois Tina, ça me fait penser à Franck. Donc, voilà, qui nous a quittés évidemment. l'année dernière. Donc Tina, bah, ils ont annoncé le plan pour 2022, donc ils ont prévu de sortir la V1 courant de l'année. Là, je ne sais pas s'il y a une date. Et ça évolue, et il commence à être pas mal. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées.
Donc Tina CMS, le projet Tina CMS est open source. Et après, derrière, en fait, il y a une connexion. Alors, les gens de Tina, c'est les gens de Forestry, c'est la même boîte. Donc l'outil Tina est open source. On peut développer des choses, des modules, tout ça, si ça manque. Et en même temps, il y a une connexion qui sera propriétaire entre le système Tina que vous allez utiliser sur votre... alors, c'est plutôt Next pour l'instant, Next.js, et votre GitHub, votre repo, tout ça, machin. Il y a un système, une sorte de passerelle entre les deux qui va connecter les deux, tout ça, machin. Qui fera le job pour sauver sur le GitHub et tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, l'outil est open source. Donc la V1 en 2022, il y a des nouveaux systèmes avec des blocs visuels que tu peux insérer. Donc en fait, tu as deux modes de... C'est vraiment bien fait. Il y a des vidéos là qui expliquent. Entre les premières versions aujourd'hui, c'est vraiment... il y a un gros gap et c'est vraiment utilisable et c'est vraiment agréable à utiliser. Donc c'est un système de... Tu vas builder tes pages en faisant des glissés-déposés, tout ça, en remplissant les champs, tout ça. Un peu comme dans le style Gutenberg de WordPress ou des trucs comme ça. Et en plus, la grosse force de Tina, en fait, c'est que derrière, en fait, en fonction de tes données, donc tu as tes pages avec tes components, tu as telle donnée, un titre, un texte, machin, tout ça, il va te générer, en fait, un schema GraphQL. En fait, c'est du GraphQL derrière. Ça peut être étonnant. Mais... Excellent. Excellent. Exactement. En fait, il génère un schema qui correspond à tes données et comme Forestry, en fait, tout est dans ton repo, en fait. C'est tout du statique, en fait, des fichiers. Donc, tu vas utiliser Énorme. voilà, tu vas faire tes pages vont être générées en MDX avec les components, tout ça, et toutes tes datas elles sont gérées avec le schema GraphQL et tout. Donc, c'est vraiment super bien fait. Maintenant, tu peux avoir des blocs visuels, les prendre, les glisser dans la page et tout. C'est super, en fait. Et donc, tu utilises Tina CMS sur un projet Next.js pour l'instant. Dans le futur, ils vont sûrement, comme les autres, le faire framework Ouais. agnostique. Donc, c'est annoncé, je crois. Voilà, Ouais, j'ai vu Remix, Next, voilà, tout ce que je te disais, Hugo, petit à petit, tous Eleventy. ils se séparent en fait d'un seul framework pour faire un peu tous les frameworks. Donc c'est un projet à suivre, Tina, parce qu'il devient vraiment top. Il arrive à la V1 et bah ça peut être pas mal pour un site d'avoir Et un on peut système déjà visuel. l'utiliser là pour. On Ouais. peut déjà jouer avec, on peut déjà expérimenter ou pas? Ah oui, tu peux, tu peux. Il est Ok, totalement utilisable, ouais. Donc parfait. top, top. Tu nous parlais de WordPress et Gutenberg. T'es allé à un WordCamp. Tu peux nous en Ouais. parler un peu? Ah ouais, je peux en parler. Donc c'est samedi dernier. Là aujourd'hui, on est le 13 avril. On est quoi, mercredi? Bah, samedi dernier, j'ai été à un WordCamp à Genève. C'est la première fois que j'allais sur un événement comme ça. Et c'était vraiment par curiosité. Alors je fais du WordPress, mais c'est pas mon activité principale, hein. Je dois faire 3 sites Mais t'as WordPress dans le l'année. droit. Non, non. Arrête. Tu as le droit, Alors je te dis. Patrick. Tu as le droit. Alors je fais mon mea culpa. Attention. T'as pas une petite musique là? Comme beaucoup de développeurs, j'ai un peu craché sur WordPress. Voilà, et il y en a encore qui le font. J'ai beaucoup changé d'avis et c'est une preuve de maturité, j'ai envie de dire, d'intelligence peut-être, de changer d'avis. En fait, le projet Gutenberg qui est arrivé avec la version 5 en 2018, c'est un éditeur qui est intégré dans WordPress, qui est de mieux en mieux fait. En fait, il devient vraiment très très bien fait. Mais vraiment, je suis sincère. L'équipe de dev derrière, c'est vraiment des bons. Je connais vaguement Riyad qui était sur Lyon à l'époque où moi aussi j'habitais sur Lyon. Et franchement, Gutenberg devient super, super performant et vraiment avec des fonctionnalités vraiment intéressantes. Et il faut savoir que pour développer des blocs pour Gutenberg, donc voilà, pour l'utiliser, pour intégrer des blocs dans ton site WordPress, tu développes ces blocs avec React.js. Ils ont fait le choix de React.js dès le début. Voilà, ils sont partis dessus. Donc moi, c'est ce qui m'a fait revenir en fait sur le développement WordPress parce que comme je maîtrise vraiment React, je me suis dit bah, c'est top, on peut faire des components, des blocs et tout avec React. Et je me suis mis il y a peut-être en 2019, je crois, j'ai dû commencer à en faire. Et, Ok. et puis voilà, petit à petit, ça évolue. Et donc j'ai été voir donc maintenant je fais du WordPress et j'ai été voir donc ce WordCamp pour voir un petit peu cette communauté, comment WordPress gère ce projet qui est énorme, qui représente 40% du web, de leurs chiffres, etc. Donc, C'est monstrueux.
Ouais. C'est monstrueux. Traduit, je sais pas, 140 langues, enfin, c'est des trucs énormes. Donc, c'était vraiment intéressant et je suis tombé sur une communauté. Alors, c'est des événements qui sont plutôt orientés. C'est pas hyper technique, hein. Voilà. C'est assez Ok. plutôt, on va dire, webmaster ou gens voilà, qui, qui sont pas hyper techniques. Il y avait des gens très techniques, mais la majorité, c'est pas des gens forcément très techniques, tout ça. Donc, c'est intéressant. C'est une communauté qui est super bienveillante. Tu arrives, tu as un bon accueil, tout le monde est gentil, machin, tout ça. Et après, j'ai appris des trucs super intéressants, notamment comment ils font pour gérer la communauté, comment on peut contribuer au framework, etc. Donc, ils ont tout un système de contribution. C'est vraiment bien fait, c'est intéressant. Et je dois dire que, bah, franchement, c'est la force de WordPress, je pense, c'est la communauté aujourd'hui. C'est ce qui Ok. fait que Ouais. l'outil est super développé, super et utilisé. Et Après, c'est la voilà. communauté qui crée aussi un Ouais. écosystème où il y a des gens qui font des billets là-dessus et qui font du pognon par des services, des Mm. plugins et tout ça. Et ce qui vient contribuer en fait à la force et à la solidité et la pérennité de cet écosystème, clairement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'était vraiment sympa. On n'était pas énormément, on était 150, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, c'est super cool. Franchement, à faire. Après, voilà, j'ai appris quelques infos sur, voilà, je te dis, la communauté. Donc, comment développer. Ils ont un système pour les traductions et tout ça. Tout le monde peut contribuer aux traductions, etc. Donc c'est vraiment, on verra. Enfin, exemple pour pas mal d'outils open source, comment se développer, comment. Il y a des Voilà. choses à apprendre, quoi. Yes, 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 yes. Cool. Eh ben, ça fait pas mal d'infos, tout ça. Hmm. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est on en reste là pour aujourd'hui. On a encore plein de choses à parler. Mais Il y bon, en a des tonnes. exactement. Il y a ça bouge trop vite dans notre écosystème. Ça bouge trop vite. Et du coup, à la limite, ce qu'on va faire, on va rester là pour aujourd'hui. Et puis, on reviendra avec d'autres épisodes un peu dans le même délire. La suite, on va parler analytics, on va parler peut-être Hmm. hébergement, on va parler plein de choses. Il y a des épisodes qui se profilent, qui vont être plutôt pas mal. Ouais, ouais, un XJS aussi. Enfin, il y a pas mal je pense qu'on va en faire. On va essayer d'être un peu plus régulier là. C'est le printemps, donc. Exactement, Le dernier exactement. épisode sur le Web3 a bien fonctionné. Dans Ok, l'ensemble, hein, assez surpris, hein, pas mal d'écoute. Et puis même moi, ça m'a fait pas mal changer d'avis. Je me suis renseigné c'est sur, bien. je me suis renseigné sur la crypto, tout ça. Donc, j'ai lu un livre que je vous recommande, c'est, je sais plus, Bitcoin et machin pour les nuls, qui est, bon, je lis pas trop des livres, je lis pas trop ces trucs pour les nuls d'habitude, mais celui-là est vraiment bien écrit, il est complet, il explique vraiment tout en détail. Donc, je vous le recommande. Ça permet de comprendre pas mal de Top. choses. Ouais. Donc, voilà. Parfait. N'hésitez pas à partager, promouvoir, discuter, échanger Ouais. sur justement sur double slash. Ça nous aide à grossir et à gagner un petit peu en visibilité. En tout cas, nous, ça nous anime toujours et ça, c'est toujours super bien. Yes. Un grand merci à tous et puis à bientôt. À la prochaine. Ouais, ciao. À plus. Ciao. Ciao, ciao. Yeah. Merci. Ciao.